Et c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus sur LCI ce jeudi. Cet enjeu, États-Unis, Iran, la guerre totale. On s'intéresse à un piège qui fonctionne, vous allez le voir, et qui provoque depuis quelques heures de très vives tensions. L'Iran serait au bord de l'asphyxie économique. Aux États-Unis, l'opération militaire Epic Fury a été rebaptisée Economic Fury. Le blocus de Washington empêche chaque jour l'exportation par l'Iran de 2 millions de barils de pétrole et il sera maintenu aussi longtemps que nécessaire. C'est ce que disent les militaires américains cet après-midi. Alors pour y mettre fin, évidemment, Téhéran a les solutions. Le conseiller militaire du guide suprême dit qu'il va couler tous les navires américains grâce à ces missiles. Et vous allez le voir, eh bien, Téhéran affiche clairement ses intentions. Cette affiche en plein centre-ville de la capitale iranienne. Les gardiens de la révolution garderont la main sur ce détroit d'Ormuz. Les conséquences économiques de cette guerre sont aussi pour le reste du monde, y compris pour les États-Unis, où, tenez-vous bien, une partie de l'industrie automobile américaine est priée de se mettre en mode économie de guerre. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous maintiendrons ce blocus qui fonctionne. Nos frères ont pris pour cible l'USS Lincoln et tous les navires qui se trouvent désormais dans la ligne de mire de nos lance-missiles. Nous allons tous les couler, nous n'en laisserons pas un seul s'échapper. Et bien sûr, pour tout vous faire vivre en direct, comme chaque jour, nos reporters sont déployés sur tous les points de tension, en Israël, en Iran, aux États-Unis, dans le Golfe Persique et bien entendu au Liban ces dernières heures où Israël continue de frapper méthodiquement toutes les positions du Hezbollah pendant que l'histoire serait sur le point de se faire. Première négociation directe ce jeudi possible entre Israéliens et Libanais depuis plus de 30 ans. Benjamin Netanyahou, Joseph Aoun pourraient échanger au téléphone directement sous l'amicale pression des Américains puisque Marco Rubio pourrait aussi participer à ce coup de fil. Attention, Israël doit accepter avant cela un cessez-le-feu et il pourrait entrer en vigueur dans les heures qui viennent. C'est en tout cas ce que dit la presse locale. Pour tout comprendre, décrypter tout cela avec nous, le général François Chauvency. Bonjour, merci d'être là, général, consultant géopolitique LCI. Samantha de Bendern est également avec nous. Bonjour Samantha, merci de nous accompagner, chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, est là aussi. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Xavier Giacomoni, indispensable éditorialiste international LCI qui connaît grande partie des régions dont on va parler comme sa poche. Pour faire la guerre, 3 choses sont nécessaires. De l'argent et encore de l'argent. Phrase de Jacques de Trivulles à Louis XII, c'était approximativement en l'an 1500. On était à l'époque en pleine campagne d'Italie. Les temps ont changé, mais cette vérité, eh bien, elle demeure. Et c'est maintenant manifestement l'Iran qui commence à manquer d'argent et qui persénère. Le conseiller militaire du guide suprême menace de détruire le blocus américain à coups de missiles. Et cette déclaration, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Écoutez. Nous nous préparons avec plus de puissance que jamais et avec de meilleurs renseignements, ce qui est encore plus important. De meilleurs renseignements, car vos mouvements vous exposent à notre œil vigilant. Nous sommes prêts à frapper vos infrastructures critiques à double usage, vos dernières capacités de production d'électricité et votre secteur énergétique. Nous préférerions ne pas avoir à le faire, mais nous sommes prêts à passer à l'action sur ordre de notre président et d'une simple pression sur un bouton. Mathieu Kerman et Julie Janus sont nos envoyés spéciaux à Washington. Mathieu, le secrétaire d'État à la guerre, le secrétaire à la guerre, pas d'État, juste à la guerre, a donc pris la parole et, fidèle à lui-même, il a maintenu la pression sur Téhéran. Oui, Thomas, c'est un avertissement très clair et franc lancé d'abord par le secrétaire à la guerre et ensuite par le chef d'état-major des armées américains lors de cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin ici au Pentagone. Ce qu'il faut retenir, c'est donc cet avertissement à l'Iran. Je dis, faites le choix de la sagesse. J'espère que vous choisirez l'accord. Cet accord est possible parce que sinon, le département de la guerre et l'armée américaine sont prêts à intervenir à tout moment en Iran.
Le secrétaire à la guerre qui explique que l'armée et les services de renseignement surveillent en permanence le régime iranien et les gardiens de la révolution. Et s'il y a le moindre dérapage, entre guillemets, alors nous sommes prêts à appuyer sur le bouton et à vous bombarder à nouveau. Nous poursuivrons ce blocus tant que cela est possible, disent d'abord le secrétaire à la guerre, puis le chef d'état-major des armées. Sachez qu'ils ont fait un point enfin sur le blocus qui est en cours depuis près de 72 heures maintenant dans le détroit d'Ormuz. Tout se passe bien selon le secrétaire à la guerre. Et il concerne la totalité des navires qui entrent et qui sortent des ports iraniens. Et il a précisé d'ailleurs que cela concernait également les navires qui sortaient des eaux iraniennes et qui arrivaient dans les eaux internationales. Vous le comprenez, il y a cet avertissement donc qui est très clair et franc de la part de l'administration de Donald Trump. Merci beaucoup. Pour voir à quoi ressemble ce blocus en images, regardez ces vidéos qui nous sont communiquées par les Américains, les militaires américains, vidéos évidemment de propagande militaire pour montrer la force et l'efficacité de ce blocus. De fait, on apprend cet après-midi que 14 bateaux ont dû tout simplement rebrousser chemin. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette installation ? D'abord, il y a un processus qui est mis en place, c'est-à-dire que, comme l'a expliqué le chef d'état-major interarmé Dan Kane, c'est bien avertir les navires civils qu'ils prennent un risque, ils sont prévenus par radio. Le système de renseignement qui a été évoqué est mis en place pour identifier bien en amont les navires qui voudraient bien s'infiltrer dans le dispositif. La flotte américaine est dispatchée de telle façon qu'elle couvre l'ensemble de la zone. Si on prend le porte-avions en état les moyens du porte-avions, c'est aussi des capacités aériennes par les Hawkeye qui peuvent aller agrandir la surface de contrôle et de renseignement de la flotte, donc interception relativement facile. Ce qui est intéressant quand même, parce qu'on l'apprend cet après-midi, c'est que 14 navires ont fait demi-tour. Donc, si je comprends bien, 14 navires ont tenté de forcer ce blocus. Ils n'ont pas tellement le choix en fait. Il fallait bien voir l'effectivité du blocus. On n'en est qu'au début. On va voir ce qui se passe par la suite. Mais le maillage américain est relativement serré. Ça se passe quand même sur quasiment 350 kilomètres entre la frontière irano-pakistanaise et la pointe la plus extrême d'Oman. Donc là, il faut des moyens de surveillance. Effectivement, les Hawkeye sont extrêmement importants parce qu'en fait, ce sont des radars volants à disposition du porte-avions qui permettent de surveiller toute la zone. Parce qu'il ne faut pas rêver. Un bateau fantôme iranien qui chercherait à passer, il va désactiver ce qu'on appelle le transpondeur, l'AIS, l'Automatic Identification System, pour ne pas être repéré par les Américains. En revanche, les radars, eux, le verront parfaitement. Ces navires, qu'est-ce qu'ils espèrent quand ils se dirigent vers cette armada américaine ? Négocier, passer, pouvoir essayer de trouver une faille dans le dispositif. Visiblement, ça a l'air assez compliqué. Ça interroge quand même. Ça interroge et c'est surtout pour voir si ce blocus fonctionne, si c'est encore, si ce sont des mots qui sont appuyés par des faits. Et donc je pense que là toutes les options que vous avez évoquées, elles sont toutes valables pour les navires qui essayent de passer. Et c'est aussi une façon de narguer les Américains, de dire voilà, nous on ne va pas écouter ce que vous dites, mais le fait qu'ils ont fait demi-tour, c'est quand même, on peut dire que c'est une victoire pour les Américains. Ils ont montré qu'ils sont capables d'agir, ou en tout cas que la menace est suffisante pour que les navires ne passent pas. Une victoire, en tout cas. Pour cette bataille que mènent les Américains, c'est une certitude. Ce sont les bateaux qui seraient passés et dont les Américains ne nous auraient pas forcément avertis. Parce que j'aimerais qu'on s'intéresse à la façon dont les Américains sont en train d'asphyxier l'Iran, puisque ce sont les mots qui sont utilisés. On va se diriger vers notre écran géant. Ce que l'on sait déjà, parce que là, ça a été chiffré, c'est le coût matériel de cette guerre pour les Iraniens. Alors le coût de la reconstruction, aujourd'hui, il est estimé à 229 milliards de dollars. 229 milliards de dollars. 270 milliards de dollars. Oui, c'est ça, voilà. On se trompe souvent dans les conversions. Alors moi, le chiffre, vous avez vu, le chiffre me parle pas beaucoup. Oui. En revanche, c'est énorme. Ce qu'on peut regarder, c'est que ça représente 70% du PIB de l'Iran. Donc 229 milliards d'euros, ce qui n'est pas tout à fait effectivement la même chose que des dollars. En fait, les États-Unis et Israël ont touché 17 000 cibles au cours de ces 5 semaines de guerre. Alors, il y avait évidemment des cibles militaires, mais pas seulement. Infrastructures ferroviaires, routières,
portuaires, bâtiments gouvernementaux et puis des installations industrielles. Par exemple, 8 usines pétrochimiques dans le sud-ouest du pays ont été en partie détruites. Les 2 principales aciéries iraniennes sont également endommagées, ce qui nous amène donc à ce chiffre de 229 milliards d'euros de destruction, de reconstruction qu'il faudra faire après. Alors c'est extrêmement important, cela pèse énormément sur évidemment l'Iran, d'autant plus qu'aujourd'hui on estime que 4 millions de personnes sont déjà au chômage à cause des destructions de la guerre, mais à terme, cela pourrait être 12 millions de personnes qui se retrouveraient sans emploi, sachant qu'en Iran, il y a à peu près 25 millions de travailleurs et que le taux de chômage était avant la guerre de seulement 8%. Cela va donc alimenter le mécontentement social qui était déjà à un très haut niveau. Rappelez-vous, c'est ce qui avait entraîné les manifestations de la fin de l'année. Oui, donc la situation est désastreuse et donc ce blocus pourrait contribuer à empirer encore les choses. Forcément, ce blocus va coûter 369 millions d'euros par jour, un chiffre phénoménal. Si on ne regarde que le pétrole, ça va coûter 100 millions par jour, 36,5 milliards par an. Le pétrole représente jusqu'à 40% des recettes de l'État iranien. Et en plus, le pétrole, qui ne pourra pas être exporté, Thomas, remplira des cuves qui évidemment arriveront à saturation et donc l'Iran pourrait être obligé de fermer sa production pétrolière et redémarrer une industrie pétrolière. Eh bien, cela prend énormément de temps. Vous voyez ce chiffre, les pertes pour l'Iran, 369 millions d'euros chaque jour. Oui, c'est un chiffre important, évidemment, des millions, des sans-emploi aussi, des dégâts colossaux sur les infrastructures. Il faut savoir que, par exemple, 90% des biens qui transitent en Iran le font par la route. 90% des exportations iraniennes passent par les ports. Donc quand ces infrastructures-là sont détruites, eh bien c'est une catastrophe pour l'économie. Catastrophe pour l'économie et pour le peuple iranien, évidemment. C'est ce que nous précise à Téhéran le correspondant de RFI et France 24, Siavosh Ghazi. Écoutez. Et ce qui est grave sur la situation intérieure, il y a énormément de licenciements dans les entreprises. L'économie tourne au ralenti. Il y a une inflation très très forte. Les gens se plaignent tous les jours lorsque je leur parle de l'augmentation pratiquement quotidienne des prix. Et puis beaucoup d'entreprises ont commencé à licencier de manière très très importante leur personnel. Ça veut dire que beaucoup de gens vont venir grossir donc le nombre de chômeurs. Et cela pourrait avoir bien sûr des conséquences dans les mois qui viennent s'il n'y a pas une relance de l'économie. Voilà, dans les mois ou dans les semaines qui viennent, évidemment. Alors, vous allez l'entendre là à l'instant parce que c'est capital. Le régime, lui, se moque de ces conséquences, peut-être, estime-t-il, à court terme pour le peuple iranien. Écoutez précisément ce que dit aujourd'hui même le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères. Le blocus naval américain pourrait être le prélude à une violation du cessez-le-feu. Nos forces armées suivent de près l'évolution de la situation et réagiront en conséquence. Voilà, Guillaume Roquette, ce qui est intéressant, c'est que pour le régime, rappelons quand même, ça a été évoqué brièvement par Xavier, mais le risque économique, c'est aussi un risque politique. Oui, c'est un risque politique, mais je pense à moyen terme, parce qu'on voit bien, pour utiliser ce terme à la mode, la résilience de l'appareil politique et militaire iranien, malgré les 17 000 cibles touchées, ils tiennent toujours, et je pense que de la même façon, le propre des dictatures, c'est de pouvoir faire souffrir leur peuple. Je fais une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais regardez ce qui se passe à Cuba, où il n'y a plus de médicaments, où les voitures sont à l'arrêt parce qu'il n'y a plus d'essence, et pourtant le régime ne tombe pas. Et je pense que, d'ailleurs, pour les Iraniens, c'est une menace, mais encore une fois, c'est une menace de moyen terme contre laquelle, dans un premier temps, je pense ils peuvent tenir, surtout si, comme les Américains l'ont promis, ils laissent passer les denrées alimentaires, les médicaments, c'est-à-dire ce qui permet d'éviter que ce blocus tourne à la catastrophe humanitaire.
Samantha. Oui, je suis assez d'accord avec Guillaume, surtout que, on se rappelle que ce sont des questions économiques qui ont enclenché les manifestations du mois de janvier, auxquelles se sont ensuite rejoints les étudiants et tous ceux qui voulaient un peu plus de liberté pour le pays. Est-ce qu'on va voir la même chose maintenant si la guerre s'arrête demain ? Là aussi, l'histoire nous montre qu'en temps de guerre et quand le chaos économique est causé directement par un acteur externe, ça a plutôt un effet, en tout cas à court terme, de ressouder la population, même si le mécontentement est toujours là. Donc je pense que oui, à moyen terme, il y a un risque, à court terme, pas forcément. Mais pour moi, le plus grand risque pour les États-Unis, c'est l'effet que tout cet effondrement économique est en train d'avoir sur les autres économies du Golfe. Que les prévisions du PIB, par exemple pour le Koweït, sont de moins 10%, si je ne me trompe pas, pour le Bahreïn jusqu'à moins 20%, même l'Arabie Saoudite. On va revenir sur ces chiffres, effectivement, parce que le FMI a détaillé il y a 48 heures, effectivement, ce que pourraient être les conséquences de cette guerre et de ce cessez-le-feu, parce que rien n'est encore réglé sur ces économies-là. J'aimerais qu'on s'intéresse à ce qu'a dit le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, sur la façon dont les Américains envisagent la suite. Écoutez. Hier, nous avons annoncé l'opération économique Fury. Nous avons également informé les entreprises et les pays concernés que si vous achetez du pétrole iranien ou si des fonds iraniens sont déposés dans vos banques, nous sommes désormais prêts à appliquer des sanctions secondaires, ce qui constitue une mesure très sévère. Et les Iraniens doivent savoir que cela aura un impact financier équivalent à celui des actions militaires que nous avons observées. Et je vous rappelle le chiffre que Xavier nous a donné, 229 milliards d'euros. C'est ce qu'a coûté à l'Iran cette guerre jusqu'à présent en termes de dégâts. Alors quelles options pour le pays ? Quelles options pour l'Iran qui exporte quand même toujours son pétrole via le nord, via la terre ? Ça lui rapporte 2 milliards par jour, 2 milliards de dollars. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire tourner la boutique ? Non, c'est pas suffisant, mais la guerre militaire en tant que telle n'existe plus. La guerre, elle est totale. Tous les moyens, tous les instruments de puissance sont utilisés. C'est la diplomatie, c'est l'économie, c'est les moyens militaires, c'est l'information. Tout ceci rentre en ligne de compte. Et là, ce qu'on voit, c'est un nouveau cap du côté américain, où maintenant on affiche ouvertement qu'on va aborder la guerre économique, ce qui avait un peu été évacué, finalement, on n'en parlait pas, alors que les Américains l'ont tellement fait ailleurs, qu'on sait qu'ils en ont les moyens. Et appuyer sur le pétrole et sur les ressources du pétrole, c'est la base, surtout pour l'Iran. Donc aujourd'hui, on est bien dans une dimension beaucoup plus importante. Et puis une question que je me pose, avec ce blocus d'ailleurs, la question est jusqu'à quand Trump pourra valider finalement ce mode d'action, dans la mesure où pour établir un blocus et tout ce qui est même la dimension économique, il y a un moment donné, il faut bien peut-être un accord du Congrès dans ce contexte-là. Et le contexte constitutionnel, à mon avis, devient intéressant à étudier pour savoir quelle sera la liberté de manœuvre de Donald Trump dans le futur, dans les semaines qui viennent, par rapport à ce que je viens de vous dire en termes de droit constitutionnel américain. Techniquement, si les États-Unis avaient été en guerre, je mets donc ce cessez-le-feu entre parenthèses, le président avait jusqu'au 28 avril avant de devoir passer devant les parlementaires. Nous sommes le 16. Oui. Voilà. Après, je ne sais pas dans les détails ce que ce cessez-le-feu change. C'est un acte de guerre. Régulation. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre, le blocus. Voilà. Écoutez, on verra. On verra ce qui se passe. Les Iraniens mais ça, on aura le temps d'en parler, j'en suis persuadé. Est-ce qu'il fallait passer par là pour en arriver là ? C'était 17 000 cibles, c'est ça ? Frappées par les Américains en 5 semaines. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer commencer par ce blocus et négocier après ? Si, je pense que si, effectivement. Les Américains s'en sont aperçus sans doute tardivement. Peut-être que ce sont les Iraniens qui leur ont donné l'idée, en commençant eux-mêmes ce blocus, parce que dans cette espèce de bras de fer, dans je te tiens, tu me tiens par la barbichette, il y a blocus puis contre-blocus. Si les Américains n'ont pas eu cette idée avant, c'est peut-être parce que ils craignaient l'impact de ce désordre commercial sur l'économie mondiale. D'ailleurs, souvenez-vous, dans un premier temps, les Américains avaient allégé l'embargo sur les exportations de pétrole iranien en disant vous avez le droit d'en exporter jusqu'à 1,85 million de barils par jour. Pourquoi faire ? Pour éviter une flambée des prix du pétrole. Or, j'ai regardé juste avant de venir, le cours du baril est à $93, alors qu'il était monté jusqu'à $115 au début du conflit. Et donc, je pense que si les Américains font ce blocus
blocus maintenant, c'est parce qu'ils se sont aperçus de façon assez empirique que si ça dure pas trop longtemps, c'était pas la panique totale sur le marché de l'énergie. C'est intéressant ce que vous dites. Je note aussi que depuis 24 heures, les marchés financiers ont effacé les pertes enregistrées depuis le début de cette guerre. Alors l'information est en train d'évoluer, comme chaque jour à cette heure. Je vous donne ce qui nous parvient à l'instant même, parce qu'on va parler évidemment des négociations. À l'intérieur des négociations, le président libanais, à l'instant, fait savoir qu'il s'est entretenu avec Donald Trump et il remercie le président des États-Unis, je cite, pour ses efforts en vue d'un cessez-le-feu avec Israël. C'est une condition sine qua non pour qu'Israël et le Liban se parlent. Ce pourrait être le cas ce soir, mesdames, messieurs, pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ce serait donc historique. Première fois, évidemment, au plus haut niveau. Le Liban, où Israël continue, évidemment, de viser le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un allié de l'Iran. Vous allez le voir, aujourd'hui, c'est un pont capital qui a été visé par l'armée israélienne sur place. Marion Russell et Camille Saut, dans le sud du pays. Regardez. Nous sommes ici à quelques mètres seulement de ce qu'il reste du pont Kasmieh, pont qui a été ciblé par l'armée israélienne ce matin avec donc ce cratère qui remplace désormais cette voie de passage qui relie encore le nord de l'autre côté à la zone sud du Liban où nous nous trouvons. Cette zone sud voulue zone tampon vide du Hezbollah mais aussi de toute vie civile par l'armée israélienne. C'était le dernier pont qui permettait de passer d'une zone à l'autre et c'est toute une zone qui se retrouve donc quasiment coupée du monde. Désormais, on peut encore passer à pied mais cela reste risqué et ça va forcément beaucoup compliquer la vie pour ceux qui sont restés, qu'on a croisés d'ailleurs ce matin à Tyr. On avait pris ce pont quelques minutes avant qu'il ne soit visé et ces habitants, eh bien, ils se retrouvent complètement coupés du monde. Ici, les bombardements continuent, ils vivent au rythme des bombardements israéliens, au rythme de l'aviation israélienne que l'on entend encore au-dessus de nos têtes et qui circule, qui est en activité. Des bombardements qui se poursuivent donc ici au sud Liban avec des endroits stratégiques comme celui-ci par exemple et donc pas de cessez-le-feu alors que des discussions doivent s'engager entre les Israéliens et les Libanais. Voilà, c'est la petite histoire dans la grande histoire évidemment, mais elle est capitale cette petite histoire-là, parce que les Iraniens sont sous pression, donc ils déclarent qu'un cessez-le-feu au Liban est aussi important qu'en Iran. Netanyahou pourrait s'entretenir avec Aoun, avec Marco Rubio au téléphone. Je vous donne toutes les dernières informations qui sont en train de nous parvenir. Le président libanais Joseph Aoun s'est entretenu lui déjà avec Donald Trump qui a pris son téléphone et qui le remercie. Le Libanais remercie l'Américain de ses efforts pour obtenir ce qu'il demande, c'est-à-dire un arrêt des combats, un arrêt des frappes d'Israël sur le Hezbollah avant toute négociation. Et peut-être ce coup de fil ce soir, il représente quoi, ce coup de fil ce soir, s'il venait à avoir lieu entre ces trois hommes, Aoun, Netanyahou et Rubio? On verra s'il a lieu, puisque le président libanais dit qu'il n'est pas question pour lui de s'entretenir avec Benyamin Netanyahou, ce qui serait certainement assez... Tant que les bombes continuent de tomber, c'est ce qu'il dit. Pour lui, c'est un vrai problème par rapport aux Libanais, puisque vous savez que, en théorie, il est interdit pour un citoyen libanais d'avoir des contacts avec des Israéliens. Ce qui m'intéresse là, c'est le pont de Kasmieh. C'était le dernier pont, en fait, qui permettait de relier le Sud, et ça peut nous montrer ce qu'on subodore, ce qu'on suppute, en tout cas ce qu'on peut voir dans la presse, notamment israélienne à Haaretz, qu'un cessez-le-feu pourrait intervenir assez rapidement parce que les Israéliens avaient tout intérêt à frapper ce pont avant, évidemment, le cessez-le-feu pour isoler la région du Sud et y piéger les combattants du Hezbollah. Voilà, dernier acte donc militaire avant de s'asseoir à la table des négociations. Quel rapport faites-vous entre ce qui est en train de se passer en ce moment même au Liban, entre Israéliens, Libanais, le Hezbollah évidemment critique la possibilité de ces négociations, et ce qui se passe en Iran? Est-ce que l'un est séparable, si j'ose dire, de l'autre? Pour moi, non, et surtout que on s'attend à peut-être de nouvelles négociations entre Américains et Iraniens, et une des conditions des Iraniens, c'est que Israël arrête de frapper le Liban, et maintenant, comme Xavier l'a vraiment bien décrit, les conditions sembleraient être réunies pour permettre à Israël de se dire, nous avons accompli une phase de ce que nous voulions accomplir, nous avons isolé le Sud, la deuxième phase pour Israël semble être de vouloir créer cette vraie zone tampon, mais les conditions sont plus faciles aujourd'hui pour Netanyahou de dire, maintenant, on arrête un moment et on voit ce qui se passe avec les négociations. J'ajoute, et même si ça n'est que temporaire, que sur les deux fronts, les Américains ont repris la main.
parce qu'effectivement, ce blocus est relativement efficace à l'entrée du détroit d'Ormuz. Et puis, le président libanais remercie Trump de son rôle. Donc, dans les deux cas, les Américains mènent le jeu. Encore une fois, ça peut changer, mais même d'ailleurs pour des diplomaties comme celle de la France, voir qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux comme intermédiaires, alors que historiquement, on servait souvent de ce rôle-là avec le Libanais. Maintenant, apparemment, c'est fini. Je voudrais qu'on accueille le général Michel Yakovlev, qui nous fait le plaisir d'être là, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE, l'OTAN, c'est le commandement suprême interallié, si je ne me trompe pas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Guillaume Roquette vient de soulever un point très important, c'est que toutes ces négociations sont en train de prendre forme d'une manière ou d'une autre. On pourrait avoir un cessez-le-feu dans les heures qui viennent en Israël, et il y a un absent de taille, la France, et pourtant, la diplomatie française a été extrêmement active ces dernières années dans cette région. J'ai moi-même voyagé avec plusieurs ministres au Liban pour les accompagner, voir le travail qu'ils faisaient pour tenter de trouver des solutions sur place. Pourquoi est-on écarté de cette manière-là ? On est écarté déjà à la demande des Israéliens. Si jamais on veut que les Israéliens parlent utilement avec les Libanais et que eux ne veulent pas de nous, faut qu'on fasse preuve de modestie, si j'ose dire. C'est un peu plus pervers de mon point de vue du côté des Israéliens, parce que ça veut dire que les Libanais sont seuls face à eux dans cette négociation. Les Libanais savent que derrière Israël, il y a l'Amérique. L'Amérique a jamais fait semblant de s'intéresser au Liban, si vous voulez. Nous, oui. Donc c'est une façon d'aller à la négociation tout seul. Vous restez avec nous, général, dans un instant. Regardez cette affiche en plein cœur de Téhéran. Le message, il est clair, le détroit d'Ormuz restera iranien pour l'éternité. C'est ce que dit cette affiche. Et vous allez voir que les menaces qui vont avec sont très dures. Le grand dossier se poursuit. Merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. Dans un instant, le ton qui monte en Iran, fin du cessez-le-feu, troupes au sol, otages, destruction de navires américains. Le conseiller militaire du guide suprême a fait une sortie, vous allez le voir, très remarquée. Juste avant, l'essentiel de l'info de ce jeudi. C'était une usine automobile, un symbole depuis 1938. Stellantis va cesser la production de voitures sur son site historique de Poissy. Ce sera d'ici 2 ans. Il va être transformé, il servira à la fabrication de pièces auto, à la déconstruction de véhicules. Seul un tiers des effectifs sera supprimé. La majorité des syndicats se dit soulagée. Un nouveau projet de loi transpartisan à venir contre l'antisémitisme, c'est ce que promet le gouvernement suite au retrait de la proposition de loi Yadan, texte qui avait suscité une levée de bouclier. Ces détracteurs considéraient notamment qu'il portait atteinte à la liberté d'expression. Et puis pas de répit en Ukraine avec de nouvelles frappes massives. La Russie a lancé plus de 650 drones, 44 missiles sur le pays en 24 heures selon Kiev. Il y a au moins 19 morts, une centaine de blessés. La capitale, mais aussi Odessa, le centre, ont été particulièrement touchés par l'une des pires attaques de ces dernières semaines. Selon les Russes, ces frappes visaient des sites militaro-industriels, des infrastructures énergétiques utilisées par l'armée ukrainienne. Pour nous accompagner cet après-midi, Samantha de Bendern, merci d'être avec nous. Guillaume Roquette, toujours présent aussi. Xavier de Giacomoni, mais aussi le général François Chauvency et le général Michel Yakovlev. Merci à tous d'être là. Des armes pour ouvrir le coffre-fort. C'est ce que propose l'un des nouveaux hommes forts du régime iranien, conseiller militaire du guide suprême. Je vous propose de l'écouter. Ils vont très probablement déployer ces lanceurs et nous allons les viser. Nos frères ont pris pour cible l'USS Lincoln et tous les navires qui se trouvent désormais dans la ligne de mire de nos lance-missiles. Nous allons tous les couler. Nous n'en laisserons pas un seul s'échapper. Pour commenter évidemment ces propos, Général Chauvency au tableau. Pour le régime, le risque économique est-il aussi un risque politique ? Vous allez nous expliquer de quel pouvoir de nuisance dispose encore l'Iran. La menace de tirer, vous l'avez entendu, des missiles sur les bateaux. Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux ? Est-ce que c'est possible ? Par principe, toute menace doit être prise au sérieux. Il y a une possibilité,
un coup au but malheureux, oserais-je dire, du côté iranien sur une force, un navire américain, ça peut poser problème. Un affrontement entre un navire américain, militaire bien entendu, et un navire civil, ça se passe mal, ça y a aussi un phénomène d'exacerbation de la crise. Donc oui, la nuisance, elle existe, il faut la prendre en compte, mais est-elle crédible, c'est un autre sujet. Alors, voilà pour ces menaces, missiles, drones, vedettes, évidemment. Je voudrais vous montrer une image, parce qu'on parle de menaces, et il y a quelque chose qui est resté depuis de très nombreuses années. C'était le 12 octobre 2000, on va s'écarter à Aden, au Yémen, une embarcation piégée qui frappait ce bâtiment, l'USS Cole. 17 morts, une cinquantaine de blessés et surtout un énorme traumatisme pour les Américains. Moins d'un an avant ce qui a probablement changé une partie de l'histoire de ce pays, c'est-à-dire les attaques du 11 septembre 2001. Les Iraniens, eux, ils n'ont toujours pas non plus levé leur blocus. Ça, c'est une carte qu'ils peuvent toujours aussi jouer. Oui, tout à fait. Enfin, pour l'exemple que vous citez, c'est un autre contexte. Nous sommes dans un contexte de non-conflit. Le bateau était hacké. Des terroristes, n'oublions pas. C'est pas tout à fait la même chose. Là, on est dans une guerre un peu plus conventionnelle. Donc déjà, les moyens militaires sont employés d'une manière différente. Bon, maintenant, le risque existe pour la flotte américaine, oui. Et c'est vrai qu'il faut étudier l'impact que ça aurait au niveau géopolitique d'une attaque réussie sur un navire américain. Voilà. Mais je vous repose cette question parce que les voies navigables sont toujours fermées, alors bloquées par les Américains à ce niveau-là à peu près, mais aussi par les Iraniens, toujours. Oui, mais c'est blocus contre blocus. De toute façon, ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, cette flotte américaine est quand même active, mais pas agressive. Elle met en garde, elle prévient les navires civils, prévient ces navires civils qu'ils doivent s'arrêter et faire demi-tour. C'est ce qui se passe, c'est les 13 ou 14 navires dont on a parlé qui effectivement rebroussent chemin devant la pression américaine. Comment font les Américains ? D'abord, ils sont là, oui, répartis sur la zone. Ils ont leur système de renseignement qui va assez loin, que ce soit des drones ou des Hawkeye qui se trouvent sur le porte-avions. Donc le navire en face qui se pointe, on le voit bien arriver. Donc malgré, je dirais, le transpondeur qu'évoquait Xavier tout à l'heure qui peut être débranché, le transpondeur, bon, d'accord, il est débranché, mais on voit le navire. Et là, il y a une action. Et je maintiens ce que j'exprime, c'est-à-dire qu'on est un peu la paix par la force. Il n'y a pas d'affrontement. Et en fait, on ne cherche pas l'affrontement. On cherche simplement à affirmer sa volonté face à l'adversaire. Et c'est blocus contre blocus, volonté contre volonté. Voilà, la paix par la force, évidemment, c'est le slogan de Donald Trump pendant sa campagne. Et depuis qu'il est président, 14 navires ont quand même tenté d'aller traverser ce blocus. Ça n'a pas fonctionné. Autre et peut-être dernière carte que les Iraniens peuvent jouer sur un autre détroit, un peu plus au sud, dans la mer Rouge. Moins de pétrole y transite, mais le voici, ce détroit de Bab el-Mandeb. Là, ce sont énormément de containers qui passent à travers ce tout petit détroit avec le Yémen en face et les Houthis. 10 à 15% quand même de l'économie mondiale transite, si j'ose dire, par ce détroit. Oui, alors la carte est partie, donc c'est pas très pratique, mais bon. Donc vous avez quand même l'exportation du pétrole saoudien par le port de Yanbu, qui est au milieu de ce qu'on vient de voir, entre le canal de Suez et Bab el-Mandeb. Vous avez quand même beaucoup de trafic maritime qui ne concerne pas directement le pétrole. Vous avez Yanbu qui apparaît. Vous avez au nord, bien entendu, l'implication et les conséquences pour l'Égypte, dont on ne parle jamais, mais qui a beaucoup de ressources récupérées justement par ce transit. Et puis, effectivement, vous avez ce détroit très sensible face au Yémen et aux Houthis qui sont ici. Donc, effectivement, il y a une menace qui existe depuis longtemps. Alors, qu'y faire ? Aujourd'hui, il y a quand même une flotte théoriquement européenne qui doit agir. Vous avez, il semblerait, 3 navires capables d'assurer la protection du flux maritime par l'opération Aspides qui a été montée en février 2024. Février 2024, opération défensive, protéger les voies commerciales. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a une partie des flux maritimes qui se sont détournés vers le cap sud de l'Afrique et qui donc, finalement, ne passent plus par là, mais avec une implication très grave. Pour l'Égypte en particulier, qui en termes de ressources financières perd beaucoup d'argent. Donc on pourrait même se poser la question, que fait l'Égypte d'ailleurs face à ces situations, sachant qu'elle était au Yémen en 67 et qu'elle veut surtout pas y revenir. Et qu'elle fait partie aussi de ceux qui discutent avec tout le monde pour tenter de trouver des solutions. Merci Général, le poids des mots, le choc des photos, vous connaissez peut-être la formule. Regardez cette affiche installée en plein cœur de Téhéran avec un message qui ne laisse aucune place au doute, des explications sur place du correspondant de RFI et France 24, Siavosh Ghazi.
Nous sommes ici sur la place Vanak. Derrière, il y a cette affiche qui montre dans le détroit d'Ormuz. Sur le côté droit, il y a des navires qui sont bloqués. Et la main qui tient le détroit, c'est la main d'un gardien de la Révolution. Et l'inscription à côté, sur le côté gauche, c'est dit l'Iran contrôlera jusqu'au bout ce détroit. Trump n'a rien pu faire et c'est l'Iran qui va contrôler jusqu'à la fin des temps le détroit d'Ormuz. Donc un message très clair qui correspond à la politique de l'Iran qui dit qu'il va contrôler et donc fixer et recevoir des taxes à chaque fois qu'un navire va passer. D'ores et déjà plusieurs pays, plusieurs compagnies, notamment la compagnie Total, ont accepté de verser des taxes selon les médias iraniens pour faire passer leurs navires. Donc dans ce bras de fer entre l'Iran et les États-Unis sur le détroit d'Ormuz, un message symbolique qui a été donc qui est représenté par cette affiche dans le centre de la capitale iranienne. Voilà pour les explications de Siavosh Ghazi. Il a utilisé 2 mots, message clair, message symbolique. Général Yakovlev, il s'adresse à qui ce message? Est-ce qu'il s'adresse au reste du monde? Parce qu'ils savent très bien, les Iraniens, qu'on va aller mettre une caméra devant ces immeubles. Est-ce que c'est un message au peuple iranien? Attention, non seulement on tient toujours le détroit, mais vous voyez la main, la façon dont elle tient ce passage, c'est aussi une main ferme qui tient ce qui reste de ce régime. Je pense que c'est plutôt un message pour le monde, parce que en particulier le graphisme est directement inspiré de la couverture de The Economist d'il y a 2 semaines, le magazine le plus influent du monde. The Economist, c'est considéré comme la référence, et c'était leur couverture de cette carte du Golfe qui était saisie. Donc, je pense que ça s'adresse au reste du monde. Ils ont découvert, je pense qu'ils le savaient avant, cet impact c'est ce qu'on a appelé la bombe nucléaire d'Ormuz, si j'ose dire. Et maintenant, on est dans 2 blocus. Et eux souffrent du blocus américain. Ils en souffrent beaucoup. Et d'ailleurs, je suis étonné, à titre personnel, que je pensais que les Chinois contesteraient le blocus. Pour l'instant, je pense que les Chinois sont... Ils l'ont fait. La voix du porte-parole, le ministre chinois des Affaires étrangères, les mots étaient assez ils l'ont pas contesté directs. Dans les faits. Dans les faits, moi je m'attendais à ce que les Chinois fassent ce que les Américains ont fait pendant la guerre du Golfe de 80 à 88, repavillonner des bateaux, donc pavillonner des bateaux chinois, quel que soit l'équipage, etc., dire ce bateau il va en Chine, et donc moi je ne reconnais pas l'autorité de votre blocus, et donc je passe. Et ça aurait mis les Américains en demeure d'utiliser la force pour les empêcher de passer face aux Chinois. Les Chinois ne l'ont pas fait, ce qui est une façon de dire, à mon avis, c'est un message subliminal à Trump. Pour l'instant, on te laisse faire. Un élément de compréhension pour nos téléspectateurs, 80% du pétrole produit en Iran va vers la Chine. Samantha. Oui, mais la Chine obtient aussi une grosse partie de son pétrole des autres pays du Golfe. Donc ça lui permettra un petit peu d'arbitrer sur ce pétrole iranien qui ne lui arrive pas. Et c'est aussi un des calculs, enfin une des choses qui a expliqué ce relatif retrait chinois. Et puis il y a la rencontre entre Xi et Trump qui doit avoir lieu à la fin du mois. Et les Chinois n'ont vraiment pas envie d'envenimer l'atmosphère avant cette rencontre. Et si on peut juste revenir sur cette image 1 minute, quand on regarde le plan de loi... faire ici, je vous rassure. Alors on voit un archer, la statue d'un archer qui, si je ne me trompe pas, est l'archer Arash, qui est un symbole du grand sacrifice iranien, de celui qui a tiré sa flèche pour déterminer les frontières de l'Iran. Et donc voilà. Et comme ils savent que ces images vont être montrées à travers le monde, ça renforce ce symbolisme du peuple qui seul contre le monde est prêt à tout sacrifier pour assurer sa souveraineté. Arash, prénom perse très populaire dans les années 70. Et moi aussi, je voulais faire mon petit commentaire sur cette image, pour dire que pour un pays qui est supposé être au bord du collapsus, ils ont quand même les moyens de fabriquer une bâche qu'ils mettent sur un immeuble de 12 étages. Derrière Siavosh Ghazi, il y avait une circulation automobile qui était assez soutenue pendant son duplex. Donc c'est pas l'image d'un pays qui est au bord de l'effondrement. Hein. Je vais vous donner la parole à tous les deux. J'aimerais juste qu'on écoute un peu ce que disent évidemment les principaux responsables politiques
modéré, plus modéré selon Donald Trump, qui représente l'Iran désormais. Le régime, vous le savez, on a eu l'occasion de le dire ici, malgré les déclarations du président des États-Unis, c'est un peu durci. Vous avez peut-être aimé tout à l'heure, on va tirer sur vos navires avec nos missiles, déclaration que vous avez pu entendre il y a quelques minutes. Écoutez ce qu'ajoute le conseiller militaire du guide suprême. Si une guerre terrestre éclate, ils doivent pouvoir atteindre Téhéran. S'ils n'y parviennent pas, ils seront vaincus là où ils s'arrêteront. D'un point de vue militaire, c'est-à-dire selon la logique stratégique et militaire, cette perspective est en réalité le plus avantageux pour nous. À ce moment-là, nous ferons des milliers de prisonniers. Voilà, ils veulent la guerre, hein. Plus de cessez-le-feu, un débarquement terrestre, comme ça on fait des prisonniers. C'est pas quand même la rhétorique d'un régime qui a envie de discuter, sauf erreur de ma part, général. Oui, ils sont convaincus d'avoir gagné. Donc c'est ballot. Les Américains, ils chantent la Traviata s'ils veulent. Les Iraniens sont convaincus d'avoir gagné. Ceci dit, ce blocus leur fait très mal. Non seulement parce qu'il leur empêche d'exporter le pétrole, mais ensuite parce que 90% de leur blé est importé. Donc il y a un moment où les Iraniens, ils n'auront plus de pain. C'est aussi ballot que ça. Et je parle pas des poulets et de la viande de bœuf. Donc ils ont un vrai problème. Et ça va se compter en semaines. Et il y a aussi autre chose qui se compte en semaines. C'est que quand ils continuent à pomper le pétrole. Mais quand ils n'auront plus, et ils stockent beaucoup de pétrole sur des bateaux. Semble-t-il 20 millions de barils stockés sur des bateaux. Quand ils n'auront plus de capacité de stockage, ils seront obligés d'arrêter les puits. Et pour beaucoup de puits, si on les arrête, au bout de quelques semaines, il y a un phénomène qui s'appelle le water cowning, le puits meurt. C'est l'eau qui prend la place du pétrole, et si vous voulez exploiter, vous êtes obligé de creuser à côté un nouveau puits. Ce forage-là est mort. Donc à terme, si ça dure plus de quelques semaines, c'est la capacité de production iranienne qui se dégrade de façon irréversible. Vous disiez tout à l'heure, Thomas, qu'il y avait plusieurs lectures dans cette affiche. Moi, j'en ai vu une qui m'a vraiment interpellé en pensant au mouvement Femmes, Vie, Liberté, en pensant aux manifestations qui ont eu lieu fin décembre, courant janvier. Sur cette affiche, la mer du détroit d'Ormuz est clairement représentée sous la forme d'un foulard qui est empoigné par une main de fer. Donc il y a aussi un message interne qui dit aux Iraniens, nous sommes en train de nous occuper des Américains, nous résistons à la pression, mais attention, ne bougez pas une oreille, parce que notre main de fer, elle est toujours là. Et d'ailleurs, le nombre de condamnations à mort et d'exécutions qu'il y a eu l'année dernière, plus de 1500, est là pour le prouver aussi. Voilà, et on se rappelle donc que cette guerre... Elle toujours revenir aux Iraniens évidemment aussi, au-delà des considérations géopolitiques. Militaires, économiques, comme on l'a évoqué, et politiques. Effectivement, les conséquences économiques de ce blocus que l'on vient d'évoquer à l'instant même, il y en a aussi pour le reste du monde. C'est le Fonds monétaire international qui a pris sa petite calculette. Moins 0,2 points de croissance, par exemple, pour la zone euro en 2026, moins 0,1 point de croissance seulement pour la France cette année, ça, on s'en sort plutôt bien. Mais pour les pays du Golfe, Jordan Olivier, l'impact économique, il va être énorme et il ne sera pas qu'économique, surtout si l'Iran joue la carte de la mer Rouge que l'on évoquait tout à l'heure. Oui, c'est vrai que ces pays du Golfe sont particulièrement exposés d'un point de vue économique. On en parle assez régulièrement sur l'antenne de LCI, notamment avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Mais pas seulement. Il y a également ces sites énergétiques qui ont été touchés par l'Iran pendant ce conflit. Résultat, la production tourne au ralenti et surtout les spécialistes ne sont pas vraiment optimistes concernant cette croissance des pays du Golfe qui pourrait passer de 4,4% à 3,6%. C'est donc tout un modèle ici, notamment à Doha, qui pourrait être remis en cause. Si la sécurité de ces pays n'est pas assurée à 100%, quid des investisseurs, quid des expatriés et même des touristes, même si pour être tout à fait honnête avec vous, tout à l'heure avec Bordan Budka, on a croisé dans les rues de Doha une poignée de touristes chinois qui prenaient des photos à côté de vestiges, de sculptures de la Coupe du Monde 2022, mais évidemment ça ne suffira pas pour relancer totalement l'économie de ces pays et notamment du Qatar. Donc il y aura tout un modèle économique à repenser pour ces pays du Golfe dans les prochaines semaines, voire
les prochains mois. Si je remercie à tous les deux, et des touristes chinois dans un pays presque en guerre, ça s'appelle des espions généralement. Hein, voilà. Je dis ça comme ça, c'est une plaisanterie, évidemment. C'est une plaisanterie. Voilà. La guerre qui a donc aussi un coût pour les États-Unis calculé. Alors là, ça c'est impressionnant. Vous allez le voir, calculé en temps réel par certains. C'est un site Iran War Coast Tracker qui affiche en temps réel le coût supposé de l'opération. Vous voyez, vous savez compter, ça fait plus de 52 milliards de dollars depuis le début de cette guerre. Sous le compteur figure une pétition pour demander aux élus de bloquer les fonds supplémentaires destinés à une action militaire non autorisée en Iran. C'est un problème, le coût de la guerre pour les États-Unis en général, parce que on parle des budgets, 1000 milliards de dollars par an pour le budget militaire américain. Donald Trump en veut 500 milliards de plus pour l'année prochaine. Là, c'est 52 milliards, on pourrait dire c'est une paille. Alors, je ne sais pas si c'est une paille, mais néanmoins, je pense qu'il faut relativiser. C'est plus que le budget de la défense en France, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Globalement, on est... Voilà. Et encore, on a fait des efforts. Oui. Non, je crois que c'est vrai que sur le coût total, ça surprend et on sait qu'une guerre, ça coûte cher et ça peut choquer. En revanche, n'oublions pas que de toute façon, peut-être pas les munitions, mais tout ce qui est entraînement des équipages, déplacement des navires en mer et autres, ça aurait été le même coût, finalement. Ils sont en opération, ils s'entraînent dans le réel. Donc je crois qu'il faut relativiser ce coût réel de la guerre. Et puis à un moment donné, il faut aussi se pencher, et c'est ça qui est important à mon avis, c'est quel état final recherché. Quel est le but de guerre finale? Et là, on a un gros souci depuis le départ. Qu'est-ce qu'on veut obtenir avec l'instrument militaire en finale, en déployant tous ces moyens et en acceptant le coût que ça leur représente? Oui, parce que c'est ça. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Général Puy-Guillaume, pardon. Oui, sur les munitions. Le gros problème aux États-Unis, c'est sur les munitions. En gros, sur les munitions haut de gamme, ils ont consommé, selon les catégories, 3 à 4 années de production. C'est quand même beaucoup. Oui, et la production actuelle ne compensera pas ce qu'ils ont dépensé avant plusieurs années. C'est le renouvellement, le problème. Même en doublant. Et il y a un gros débat aux États-Unis parce qu'il y a eu beaucoup de réductions budgétaires dans l'administration Trump. Il y a eu USAID, il y a eu les vétérans, il y a eu des tas de trucs sociaux qui ont été supprimés. Et donc maintenant, sur le débat, on paye tous ces trucs. Alors là, on trouve de l'argent. Mais pour les vétérans qui sont privés de soins dentaires, là, bizarrement, il n'y a plus d'argent. Oui. La bonne nouvelle, c'est que un blocus, ça coûte beaucoup moins cher qu'une guerre, parce que effectivement, les bateaux font des ronds dans l'eau à l'entrée du détroit, et ça coûte le prix du fioul qui met de toute façon les bateaux à vitesse réduite, donc la consommation est plus faible. Il n'y a pas de F-15 à 100 millions près, 100 millions pièces qui sont abattus par erreur par des Koweïtiens qui visent mal. Il n'y a plus de AWACS. Bien, mais les mauvais avions. Voilà, absolument. C'était des tirs amis, je sais pas comment on appelle ça, des tirs fratricides. Et il n'y a plus non plus la wax qui se fait taper, en tout cas pour l'instant. Parce que l'une des grandes interrogations, c'est celle-là, sur l'efficacité du dispositif, c'est les Iraniens respecteront-ils le cessez-le-feu? On le voyait à l'instant, le conseiller du guide, là, il avait l'air de dire qu'il reprendrait volontiers la bataille. Il y a une hypothèse. Oui, pour les États-Unis, pour les producteurs de pétrole américains, c'est une aubaine ce qui se passe en ce moment, parce qu'ils augmentent leurs exportations vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde, parce que évidemment les importations depuis le Golfe sont en baisse, donc ils profitent des hausses du prix du pétrole. Les grands magnats du pétrole américains sont quand même des potes de Donald Trump, donc pour certains aux États-Unis, cette guerre leur remplit les poches d'argent légalement gagné. Drill baby drill. Oui, c'est intéressant pour eux, mais on verra aussi comment ça se poursuit, parce qu'en fait, la bataille d'Ormuz n'a pas commencé. Est-ce qu'elle aura lieu? Ça, on n'en sait rien. Mais si jamais elle avait lieu, il pourrait y avoir quand même des dégâts côté américain. On en parle de moins en moins. Imaginons qu'un commando des gardiens de la Révolution prenne la place d'un équipage civil sur un pétrolier. L'hélicoptère américain qui viendrait pour appréhender le navire pourrait être face à des lance-roquettes, à des manpads qui pourraient mettre au tapis un hélico. Ça, on le verra si jamais ça va plus loin, s'il n'y a pas d'accord d'ici quelques semaines. Ça, c'est une certitude, ces risques existent. Écoutez ce que dit Scott Bessent, c'est le secrétaire au Trésor. Alors, je vais vous le lire plutôt. Lui parle d'un léger sacrifice économique pour la sécurité internationale à long terme. Je me demande quel serait l'impact sur le PIB mondial si une arme nucléaire frappait Londres. Ça, c'est une balle perdue pour nos amis britanniques. Je dis simplement que je suis moins préoccupé par les prévisions à court terme que par la sécurité à long terme. Ça, c'est le nouveau positionnement du discours
discours politique américain pour expliquer la lenteur relative de la fin de cette guerre et de ces journées qui traînent en longueur avant que les uns et les autres puissent se retrouver avant de commencer à discuter. Mathieu Karman, est-ce qu'il est à Washington? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est prêt? Ils en pensent quoi, les Américains, Mathieu? Est-ce qu'ils sont prêts, eux, à se serrer la ceinture? Oh ben non Thomas, on a pu discuter depuis que nous sommes arrivés ici à Washington avec Julie Janus, avec de nombreux Américains, et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ils se sentent délaissés par l'administration de Donald Trump sur plusieurs points, notamment quand on sait que l'inflation a augmenté ici aux États-Unis et qu'ils sont en ce moment même en train de payer leurs impôts qui ont augmenté pour cette année. Ils se disent, que va-t-il se passer l'année prochaine avec le coût de la guerre pour les États-Unis? Donc vous le comprenez là, ils se sentent délaissés et sentent abandonnés par l'administration de Donald Trump. Et il y a des chiffres qui nous sont parvenus. Un sondage a été réalisé ici pour la presse américaine et 69% des Américains interrogés s'inquiètent des prix de l'énergie qui augmentent et 54% disent que la guerre a dégradé leur situation financière, et ce en seulement un mois. Donc oui, ils veulent que cette guerre s'arrête parce qu'il y a une conséquence directe, notamment du blocus du détroit d'Ormuz et de la fermeture du détroit d'Ormuz décrétée par les Iraniens au début de la guerre. C'est le prix du gallon qui a augmenté ici. Le gallon aux États-Unis, c'est l'équivalent de 3,7 litres. Il a augmenté $1 en seulement quelques jours. Et quand on sait que la voiture ici est centrale, vous comprenez immédiatement l'inquiétude des Américains face à la guerre en Iran. Merci beaucoup Mathieu Karman à Washington avec Julie Janus à Washington, justement, où, je peux vous l'annoncer messieurs, dames, on vient de l'apprendre il y a quelques secondes à peine, Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Il prendra effet à partir de 23h. Voilà pour cette annonce qui vient de nous parvenir des États-Unis. Je vous disais que les choses étaient en train de s'accélérer. On va y revenir dans quelques instants. Donc Donald Trump, le président des États-Unis. On va s'asseoir. Vous savez quoi? On va changer le programme de l'émission et on va parler de cette annonce du président des États-Unis parce que là, les choses prennent une toute autre tournure. Donc le président des États-Unis, Donald Trump, qui a décidé d'annoncer ce cessez-le-feu 23h, vous le voyez. J'aimerais qu'on précise en régie, s'il vous plaît, 23h où? Parce que nous sommes en France, il est aux États-Unis et le Liban, vous le savez, c'est pas la même heure, c'est donc 23h heure française. Merci mille fois Audrey Chabaye. 23h heure française pour ce cessez-le-feu annoncé au Liban par Donald Trump. Samantha de Bendard, qu'est-ce que ça change dans les dynamiques qui sont en œuvre? Ça va être encore une guerre que Trump aura réussi à terminer. Il adore ajouter la liste des guerres qu'il a terminées, sans compter le fait que cette guerre a commencé, on peut dire, s'est intensifiée en tout cas sous lui. Je pense que ça change beaucoup. Ça va vraiment aider les négociations qui... on pense en tout cas vont reprendre à Islamabad parce que maintenant une des conditions des Iraniens est remplie. On va voir comment ça s'est fait, quelles sont les conditions de ce cessez-le-feu. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que Hezbollah va arrêter de tirer sur Israël? Est-ce que Hezbollah va respecter ce cessez-le-feu? Parce que c'est entre les Libanais et les Israéliens, mais Hezbollah n'écoute pas forcément ce que lui dit le gouvernement libanais. Donc ce sera intéressant de voir comment il vient. C'est un signe positif. Et on sent quand même, malgré les grandes déclarations de Pete Hegseth et la démonstration de force qu'il a faite aujourd'hui à sa conférence de presse, on sent de la part des Américains quand même une volonté que ce cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis tienne. Alors c'est un coup de tonnerre, mesdames, messieurs. Vous l'avez entendu, Donald Trump qui annonce donc un cessez-le-feu au Liban à 23h. 23h, c'est heure française. Ce que l'on a appris ces dernières minutes, c'est qu'il s'est entretenu avec le président libanais, Joseph Aoun. Celui-ci l'a remercié pour ses efforts. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce même président, ainsi que le président du Parlement iranien, demandaient avant toute négociation entre Israël et le Liban un cessez-le-feu. C'était une condition absolument indispensable. Il semblerait que cela ait été accepté et il semblerait donc que des discussions directes entre Israël, le Liban, sous la pression américaine, parce que Marco Rubio pourrait participer à ce coup de téléphone entre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et le président libanais Aoun, puissent avoir lieu dans les heures qui viennent. Pourquoi on vous en parle avec autant de solennité? Parce que c'est historique, ce n'est jamais arrivé à ce niveau en plus de 30 ans général. Qu'est-ce que ça change?
Déjà, je pense que ça laisse une lueur d'espoir pour le Liban, qui est soumis à la guerre depuis des dizaines d'années, et depuis bien avant les 30 ans d'ailleurs. N'oublions pas que le Liban est toujours en guerre avec Israël, officiellement. Donc déjà, ça ne facilite pas les relations, je dirais, régionales. Ensuite, je me demande aussi si Israël n'a pas compris qu'à force de frapper, ça devenait contre-productif, et peut-être qu'Israël avait aussi atteint ses objectifs militaires sur le Hezbollah. Et peut-être aussi, enfin, que le gouvernement libanais a peut-être obtenu que le Hezbollah reste à sa place. C'est une hypothèse, parce qu'en fait c'est comme ça l'objectif. Si le Hezbollah respectait son rôle de parti politique et non pas de mouvement terroriste, peut-être que les choses s'arrangeaient depuis bien longtemps. Et peut-être que l'État libanais va peut-être apporter une autorité sur ces factions qui finalement engagent la politique étrangère du Liban et provoquent en permanence la guerre avec Israël. Et Israël répond. Alors bien sûr on peut inverser à certains moments les situations. Donc là, à mon avis, c'est un message d'espoir. Ensuite, effectivement, on peut toujours railler le Donald Trump qui vient encore de mettre fin à une guerre, mais néanmoins, le fait est qu'il a obtenu quelque chose et que si effectivement ça enclenche effectivement aussi un cessez-le-feu et des négociations avec l'Iran, donc c'est une bonne chose. Des précisions supplémentaires qui sont en train de nous parvenir à l'instant même via les réseaux sociaux. C'est Donald Trump lui-même qui est en train de communiquer ce cessez-le-feu, donc prendra effet et entrera en vigueur à partir de 23h ce soir et aura une durée initiale de 10 jours. 10 jours de cessez-le-feu. Initialement, donc, entre Israël et le Liban, les deux parties seraient d'accord sur cette question. C'est ce que dit Donald Trump à l'instant même sur ses réseaux sociaux. Il dit qu'il a eu des conversations, des échanges excellents avec Joseph Aoun, avec Bibi Netanyahou. Voilà ce qu'il dit, le président des États-Unis. Première réaction en direct du Liban avec vous, Marion Russell. Vous êtes sur place avec Camille Souhaut. C'est donc une excellente nouvelle, évidemment, pour l'ensemble du pays. Début de ce cessez-le-feu ce soir, 23h, heure française. Minuit au Liban. Oui. Oui, tout à fait. Alors les Libanais l'ont appris aussi par la bouche de Donald Trump et ce message posté sur les réseaux sociaux. Pas de communication officielle, en tout cas dans les derniers instants, de la part du gouvernement libanais. Et alors que cette journée avait été compliquée pour les Libanais parce que le président notamment avait affirmé qu'il refusait de s'entretenir directement avec Benyamin Netanyahou et donc les négociations semblaient bien compliquées. Il y aurait donc eu un appel entre Donald Trump et le président libanais auquel ce serait sans doute joint ou aurait été invité Benyamin Netanyahou. Le tout après une journée qui a été difficile sur le front sud, en tout cas ici au Liban, avec un pont notamment qui a été bombardé par l'armée israélienne. Dernier pont qui relie encore la zone nord à la zone sud. On était sur place avec Camille Souhaut et c'est vraiment toute une partie qui a été coupée du monde et une zone qui est particulièrement bombardée. Ils ont donc les yeux rivés maintenant sur ce cessez-le-feu. Sera-t-il en vigueur, respecté dans les prochaines heures? Tous les yeux se tournent maintenant vers le ciel. Alors au moment où je vous parle, il y a encore le drone israélien au-dessus de nous, mais ce cessez-le-feu doit prendre acte dans les prochaines heures, vers minuit ici, 23h, heure française. Merci beaucoup Marion Russell, merci à Camille Souhaut aussi pour les images, ces toutes dernières informations qui nous parviennent donc directement de la Maison Blanche. Donald Trump annonce un cessez-le-feu 23h française au Liban, un cessez-le-feu qui entre en vigueur ce soir et qui devrait durer 10 jours. Selon le président des États-Unis, des négociations directes entre Israël et le Liban étaient conditionnées à cette annonce. Elles vont donc peut-être pouvoir avoir lieu. Conversation directe entre le Premier ministre israélien, le président libanais et en présence de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Premier contact entre les deux pays depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'on est en train de vivre un petit moment d'histoire? Ce que j'espère, c'est qu'il reste 6 heures et 12 minutes aux Israéliens pour traiter 150 cibles du Hezbollah en plus. Voilà, j'espère qu'ils le feront pas. Parce que l'esprit du cessez-le-feu, vous voyez ce que je veux dire, c'est capital ce que vous nous dites. Moi, quand on voit un peu ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, je suis quand même inquiet. Je comprends ce que dit notre correspondante là-bas, au sens on regarde le ciel quand même. Dans l'esprit du cessez-le-feu, théoriquement, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu. Là, techniquement, on le met en place et voilà. Moi, je redoute une dernière dégelée israélienne. Bon, admettons qu'il soit pas malveillant et qu'il n'y ait pas de dégelée israélienne, ni du Hezbollah d'ailleurs, parce que le général Chovancy disait tout à l'heure, faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. Ça, c'est mon inquiétude. Après, la négociation, c'est une première, c'est peut-être le début ou la fin du chemin de croix pour les Libanais.
il y a une phrase, pauvre Liban, si loin de Dieu, si près d'Israël. C'est vraiment des victimes d'Israël, les Libanais, depuis 70 ans maintenant. Donc, ils vont être seuls dans la négociation, parce que Rubio, avec toute l'affection que j'ai pour lui, il travaille pour les Israéliens beaucoup plus que pour les Libanais. Victime d'Israël et du Hezbollah, disent aussi beaucoup de gens au Liban, c'est libanais. Guillaume Roquette, sur ce qui est en train de se passer en ce moment même, je le rappelle parce que ça nous a été communiqué il y a quelques instants à peine. Donald Trump qui annonce ce cessez-le-feu, il entre en vigueur à 23h, il a duré 10 jours. Il y a eu des frappes encore ce matin au sud Liban, un pont essentiel a été détruit par l'aviation israélienne. Et là, c'est très intéressant ce que vient de dire le général, il y a 6 heures à tenir, est-ce que c'est possible ? Alors, ça dépend des engagements que les Américains ont obtenus des Israéliens. Mais c'est vrai que ce cessez-le-feu est une surprise, puisque il y a eu, au cours des dernières heures, 50 nouveaux raids israéliens au Liban. Donc, ça tapait. Qu'est-ce qui explique cette annonce très forte ? À mon avis, il y a 2 hypothèses possibles. La première, c'est que les Israéliens ont accepté ce cessez-le-feu parce qu'ils considèrent qu'ils ont atteint leurs objectifs et que le Hezbollah est même provisoirement hors d'état de nuire, notamment grâce à l'élimination de ce pont dont vous parliez, qui fait que il y a plus de contact possible entre le nord et le sud du fleuve Litani, donc à la frontière d'Israël. Ou la seconde hypothèse, et à mon avis c'est la plus plausible, c'est que Trump a dit à Netanyahou: écoute, là, peut-être que je vais obtenir des Iraniens qui renoncent à leur programme nucléaire, parce que c'est ça l'objectif que Vance avait au Pakistan. Donc, ça vaut la peine que t'arrêtes ta guerre. Ok, t'en as pas fini avec le Hezbollah, mais l'enjeu de la négociation au Pakistan est tellement fort que ça vaut la peine de mettre de côté cette opération-là, parce que Israël sera évidemment serait le premier à profiter d'un désarmement nucléaire iranien. Le nucléaire plus fort que le Hezbollah. Donc dans le cadre de ces négociations, évidemment. Xavier Giacomoni, on va retourner devant notre écran géant parce qu'effectivement, tout ça est aussi utile pour les États-Unis. On l'a évoqué pendant une grande partie de cette émission, cette guerre, elle a un coût pour les Américains. Et on commence à parler, alors ça nous a évidemment interpellé beaucoup, d'économie de guerre. Le ministère de la guerre américain aurait entamé des discussions avec Ford, avec General Motors. Qu'est-ce qu'ils cherchent à savoir, ces militaires américains ? On a un peu l'impression, Thomas, de revivre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où tout l'outil industriel des Américains a été tourné vers l'économie de guerre, vers la production d'armement. Alors là, l'administration Trump se tourne surtout vers les constructeurs automobiles pour leur dire: écoutez, vous êtes un peu en perte de vitesse, mais nous, on peut vous fournir de l'emploi, on peut vous fournir des matériels à fabriquer, des matériels militaires. Donc il y a General Motors qui a été contacté, il y a Ford, mais il y a aussi des constructeurs plus spécialisés qu'on connaît moins bien, Oshkosh dans le domaine automobile aussi, ou GE Aerospace. Alors l'armée américaine a besoin de plus en plus de partenaires commerciaux pour très rapidement augmenter les approvisionnements et pouvoir dépenser tout simplement les 1500 milliards de budget que Donald Trump veut donner dorénavant à son armée. Oshkosh, par exemple, construit déjà des transports de troupes, mais en fait, la majeure partie de ces 10 milliards de chiffre d'affaires ne provient pas de la défense. Cela pourrait changer. Autre exemple, Chevrolet, Cadillac possède déjà des filiales défense qui pourraient être acquis, d'ailleurs, pourrait être confiée la mise au point du nouveau Humvee. Vous savez, ce véhicule légendaire, notamment depuis la guerre du Golfe. Mais aujourd'hui, pour les Américains, le plus important, le nerf de la guerre, ce sont les munitions. Voilà, utiliser donc les ressources traditionnelles de l'industrie pour fabriquer de l'armement, au profit de la pierre de coups de fusil, si j'ose dire. Voilà. Les stocks américains en termes d'armes, ils en sont où ? On en parlait tout à l'heure, il y a une véritable difficulté là-dessus, plus de 1000 intercepteurs. Alors ça c'est pour les THAAD, pour les Patriots ont déjà été utilisés, 35% du stock américain pour les Tomahawk, 850 ont été tirés en moins d'un mois. Selon les estimations, avant la guerre, l'armée américaine en disposait de 3000 et il faut plus de 2 ans pour produire la version la plus récente, la plus perfectionnée de ces
c'est Tomahawk et ça coûte très 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 cher, 3,6 millions de dollars par missile. La marine américaine n'en recevra prochainement que 110. Vous voyez, il y a urgence à trouver des solutions pour reconstituer les stocks. Voilà, ça aussi c'est peut-être une bonne nouvelle dans le cadre des négociations de paix qui pourraient avoir lieu dans les jours qui viennent. D'abord, question un peu bête, mais est-ce que l'industrie traditionnelle, alors Samantha d'abord peut-être, peut aider de manière efficace l'industrie militaire ? Oui, absolument, parce qu'il y a des chaînes de production, par exemple dans l'industrie automobile, qui se prêtent très bien au type de production qu'il faut pour des munitions, même pour des drones. Nous avons Renault en France qui va produire des drones kamikazes pour l'armée française d'ici la fin de l'année. Donc ce n'est pas que aux États-Unis que ça se passe, ce n'est pas que parce que les États-Unis pensent éventuellement à une industrie de guerre. En Russie aujourd'hui... C'est pratique, ça, on va pouvoir acheter une Clio électrique et un drone kamikaze. Voilà, peut-être une Clio drone qui s'envolera, ça évitera les embouteillages. C'est encore mieux. Mais en Russie, depuis, je crois, 2023 déjà, beaucoup d'industries automobiles, y compris les anciennes usines de Fiat à Togliatti, se sont converties à l'industrie de guerre. Donc c'est quelque chose qui se fait et ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'annonce, elle est quand même marquante, quand le département de la guerre dit à des géants de l'industrie automobile américaine il va falloir nous aider. Qu'est-ce que ça nous dit de l'appareil de production militaire aux États-Unis? Ça nous dit aussi que pour les ressources, c'est une question de priorisation des ressources. Parce que les célèbres terres rares, et puis le lithium, et il y a des tas de trucs, c'est soit vous en faites des cartes à puce pour des missiles, soit vous en faites des cartes à puce pour la clim d'une voiture. Donc il y a une partie de réorientation des ressources, pas seulement de la production. C'est un problème qu'on aura en Europe aussi. Ça fait des emplois. Et ça fait... Oui. Dans un secteur automobile qui, aux États-Unis comme ailleurs, est assez menacé. En Allemagne, on pense exactement la même chose d'ailleurs. D'ailleurs, en Allemagne, Porsche a décidé d'investir dans l'industrie militaire. Les industriels aiment bien. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de concurrence, puisque votre client c'est l'État, c'est une activité de souveraineté, et donc ça peut être un modèle économique assez favorable pour des industriels privés. Saab en Suède aussi. Oui. Saab au départ est une industrie de défense. Oui. Pardon, on a beaucoup dit il y a quelques semaines ici même sur ces plateaux que la Russie s'était trop tournée vers l'industrie militaire et qu'aujourd'hui elle en était prisonnière. Est-ce que ce risque-là existe aussi pour les États-Unis ? Peut-être, mais je crois qu'il faut peut-être voir aussi la vision stratégique et pas uniquement industrielle. Bon, d'abord, industrie, effectivement, c'est une réindustrialisation et l'acquisition de nouvelles lignes de production. Et je pense qu'il faut peut-être voir 2027, 2028, 2029. On a quand même une Amérique qui se prépare à la guerre éventuelle avec la Chine. C'est la question que j'allais vous poser. Eh ben, je réponds déjà. Faut des stocks. Bien. Pardon. Donc, en fait, il y a quand même cette mise en ordre de bataille pour un conflit éventuel futur avec la Chine. Et je pense que l'opportunité de l'Iran d'un côté, de l'Ukraine de l'autre, apporte ces éléments. Est-ce qu'on sait combien de temps les États-Unis disposent pour reconstituer les 20 ou 25% de missiles Tomahawk, Patriot qu'ils ont dépensés ou utilisés, pardon, le mot est mal choisi, depuis 4 ans et le début de la guerre en Ukraine? Ça dépend des missiles, mais c'est de l'ordre de 2 à 3 ans au minimum. Pour l'ensemble, y compris en tenant compte d'une multiplication par 4 que Trump a demandé du cycle des rythmes de production. Mais les industriels disent on peut pas multiplier par 4 d'un an sur l'autre. Donc le x4 c'est en 2029 ou 2030. Et en sachant que ces missiles ont besoin de puces électroniques. Aujourd'hui, il y a un problème avec les puces électroniques à cause du hélium qui ne sort plus du droit d'Ormuz, qui est essentiel pour refroidir la fabrication de ces puces. Et en plus, le fait de ne plus pouvoir acheter à la Chine, surtout pour une industrie de défense. Donc c'est quand même assez compliqué. Tout est lié, c'est absolument incroyable. Merci mesdames, messieurs d'être venus sur ce plateau nous expliquer ce soir. Xavier Giacomoni, le général François Chauvency, Samantha de Verden, Guillaume Roquette, le général Michel Yakovlev. Merci à tous pour vos explications, votre décryptage. Je vous rappelle les toutes dernières informations qui sont en train de nous parvenir à l'instant même. Encore quelque chose de nouveau de la part de Donald Trump qui va inviter à la fois le Premier ministre israélien et le président
président libanais à la Maison-Blanche. Des discussions seraient prévues et pourraient avoir lieu dans les heures qui viennent entre ces deux hommes avec Marco Rubio par téléphone dans un premier temps. Un cessez-le-feu ce soir au Liban. Ça a été annoncé par Donald Trump à partir de 23h pour une durée de 10 jours. Je vous rappelle aussi que Le Grand Dossier, c'est une émission qui s'écoute en podcast. Vous pouvez la retrouver tous les jours sur vos plateformes d'écoute habituelles. Deezer, Spotify, Apple, toutes les autres évidemment. Le QR code, vous le connaissez, il est juste en bas.